Allez. Question culturelle alors. Oui. Qu'est-ce que vous inspire à Saint-Pierre l'installation d'une statue du général de Gaulle? Le général de Gaulle, ça nous rapporte un peu aux airs. J'ai pas eu l'information. C'est David Lorion qui l'a confirmé quand on lui a posé la question. Oui. Le défunt maire, qui sans doute avait grande admiration pour le général, avait mis en place, et il n'en avait pas parlé au conseil municipal, ce qui n'était peut-être pas forcément Ah oui, la meilleure des choses à faire. J'ai pas eu l'information. Les procédures ont été faites auprès des autorités compétentes pour mettre en place une statue du général de Gaulle à Saint-Pierre. David Lorion respecte les volontés du défunt. Oui. Et cette statue, nous a-t-il dit, est déjà installée. Donc on ne va pas tarder à l'inaugurer. Hein. Vous m'annoncez une nouvelle. Voilà. Et vous m'annoncez au Parallèle Sud il y a 2 ans. Oui, non, vous m'annoncez une nouvelle puisque le défunt maire n'a jamais informé le conseil municipal de l'installation et pourtant je ne rate aucun conseil. Bonjour Madame Gobalou, bienvenue. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Je suis Sarah Cortier, je suis accompagnée de Franck Sellier et aujourd'hui on vous interviewe dans le cadre de notre émission qui s'appelle Candidat où nous rencontrons celles et ceux qui brillent le suffrage des électeurs. Vous en faites partie, donc voilà, on vous reçoit pour cette interview. Et on remonte donc aux origines. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes engagé en politique? Quel a été le moment où vous vous êtes dit « Allez, je m'engage ». Ça peut être politique, ça peut être syndical. Qu'est-ce qui vous a motivé au fond de vous pour passer de l'autre côté du miroir, quoi? Alors, merci à vous de me recevoir. Et je suis très fière d'être là ce matin avec vous pour justement partager avec la presse mon ressenti, mes motivations en politique. C'est vrai que je commence à en parler. Je commence à en parler puisque je gardais pour moi mes motivations. Moi, ce qui m'a motivée en politique, c'est que j'ai été orpheline de mère à l'âge de 6 ans. Et ma mère a accouché de son 7e enfant. Moi, je suis la 4e de la fratrie. Et on voulait, elle est décédée 40 minutes après l'accouchement, et on voulait nous mettre à l'adoption. C'était pas la Creuse, hein, c'était bien après la Creuse. On voulait nous mettre à l'adoption, mes 2 sœurs et mes 2 frères. Et heureusement que papa, il a eu ce courage de se battre et de se dire, même si je suis employée dans une usine, je peux quand même garder mes enfants. Alors j'ai commencé à manifester mon désarroi, mon agacement à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé quand même à poser des questions, à suivre les débats politiques. Et depuis 16 ans, depuis mes 16 ans, donc je suis engagée. Je sais que ça remonte à quelques années, mais la motivation, c'est surtout mon vécu. Mon vécu, orpheline, j'ai quand même beaucoup souffert dans ma vie d'injustice. Et les gens me voient sourire aujourd'hui, mais ils connaissent pas véritablement ma vie. J'étais quand même une enfant maltraitée, puisque papa, pour éviter qu'on soit placé à l'adoption, s'est marié 2 ans après le décès de ma mère. Et je me suis dit, il faut que je m'engage pour mon île, pour arrêter toute cette maltraitance et qu'on abuse aussi sur les familles. Voilà d'où est parti mon engagement politique. Et vos premiers engagements, c'était syndical? Mon premier engagement, c'était plus dans une manifestation politique. Mais mon engagement syndical est arrivé en 1996, puisque je travaillais déjà au conseil départemental. J'ai quand même exercé pendant 5 ans, de 1990 à 1995, à la mairie de Saint-Pierre. J'étais assistante de direction et j'ai eu l'honneur de travailler avec Julien Ramin, qui m'a aussi formée en politique, qui m'a armée en politique. Et ensuite, en 95, j'ai rejoint le conseil départemental. J'étais l'assistante de groupe des élus du PCR à l'époque. Et je veux dire, c'était quand même un passage, je dirais pas obligé, mais un moment formateur. Et ça fait que j'y suis toujours, quoi. Et sur le syndicat, ben j'ai créé le syndicat CGTR au conseil départemental. Nous étions 4 personnes et je suis toujours la secrétaire générale de la CGTR.
Et j'ai créé ce syndicat-là en 1996. Et nous sommes toujours une bonne force syndicale. On a quand même une bonne tribune au conseil départemental. Vous avez mentionné votre vie personnelle et familiale. Ça a été un moteur pour vous engager, mais est-ce que vous vous souvenez du déclic que vous avez eu à titre individuel? Vous vous êtes dit, c'est vraiment ça que je vais faire et j'ai l'impulsion de... Alors, vous allez peut-être pas me croire, mais j'avais 10 ans en 76 et je comprenais pas la défaite de... Alors, il y avait, je sais plus qui, c'était Valérie Mitterrand, voilà, oui, voilà, Mitterrand, Giscard. Et papa me disait, mais sors devant la télé. Je dis, si, ça me concerne. Je dis, mais pourquoi il a perdu? Après, il y a Mitterrand qui a gagné en 81 et Giscard avait perdu. Je dis, mais tiens, pourquoi Giscard a perdu? Pourquoi il a perdu? Papa me dit, t'es encore trop petite, ça t'intéresse pas, la politique, tu comprends rien là-dedans. Alors ça, c'était un déclic. C'était le déclic, hein, et pourtant j'étais petite, hein, 76. Je me rappelle bien de cette élection de François Mitterrand, et c'est parti, après. On a compris, comme vous avez cité Julien Ramin, que c'était un pilier communiste de Saint-Pierre. Oui. Donc vous venez probablement de ce terreau communiste de Saint-Pierre. Oui, voilà. Et vos implications sur les listes, moi j'en ai trouvé les traces à partir de 2014. Peut-être qu'avant 2014, vous aviez déjà été candidate, mais pas tête de liste. Non, j'ai été candidate en tête de liste en 2014. En 2008, le PCR m'avait agacée, donc je me suis présentée contre Élie Waro au cantonal de 2008. Avec une étiquette? J'étais sans étiquette et je me rappelle, j'avais un suppléant qui habitait Grandbois. Et à cette époque-là, c'était Philippe Potin, contre Philippe Potin. Je me rappelle, et en 2008, c'était ma première candidature, mon entrée en politique lors de cette élection au Conseil général de l'époque, alors que j'étais moi-même agent du département. C'était pour vous dire quel était mon agacement. À cette époque-là, qu'on puisse pas, je dirais pas me donner un mandat ou quoi que ce soit, mais on tenait pas compte de mes opinions, de mon avis, quoi. Et vous vous êtes représenté 7 fois, je comptais 2014. Au départemental en 2015, au législatif en 2017, au municipal en 2020, oui. Encore, au régional en 2021. Oui. Et quand vous êtes à juste sur le territoire de Saint-Pierre, en votre nom personnel, vos scores étaient plutôt 7, 9, 10%, 18% à une élection départementale. Oui. Est-ce que vous pensez que cette base est suffisante pour pouvoir représenter un tremplin maintenant Alors, j'ai fait aussi 2017. 2017, j'étais candidate aux législatives face à David Lorion. Il faut se dire aussi que la transparence n'a pas toujours été là dans les élections, puisqu'en 2014, en 2020, j'ai fait le même résultat qu'en 2014. Il faut se dire les choses aussi, hein, et il y a eu ce procès-là hein, de procuration. À deux périodes, moi, 2014-2020, j'avais quand même signalé la problématique des procurations. À la sous-préfecture de Saint-Pierre et les élections n'étaient pas faites de manière transparente. Je tiens quand même à le dire, c'est quand même un point très important et ça m'a beaucoup pénalisé. Mais c'est vrai que le score que j'ai fait avec là j'étais sous l'étiquette du PS en 2014 puisque j'ai rejoint le Parti socialiste en 2008-2009 et ce score-là, moi je ne souhaite pas prendre en compte ce score-là parce qu'il n'y a pas eu de la transparence pendant cette campagne des élections municipales. Et en 2017, j'ai fait quand même un très bon score aux législatives, 3 semaines de campagne électorale quand même, je tiens à le rappeler. Je ne devais pas être la tête de liste. C'était Patrick Le Breton qui devait prendre la tête de liste aux législatives de 2017. Au dernier moment, il m'annonce que c'est moi qui prends la tête. Pour le cumul de mandats, quoi. Oui, certainement. Oui, certainement. Mais bon, moi, je suis pas déçue du résultat que j'ai eu sur la commune de Saint-Pierre. Mais je me suis quand même interrogée sur la transparence de ces élections-là en 2017. Est-ce que vous pouvez justement nous éclairer sur votre parcours militant
Vous avez été justement adhérente au Parti Socialiste, Oui. peut-être aussi au Progrès ensuite de Patrick Lebon. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi j'ai été au PS, au Parti Socialiste en 2008. J'ai continué à payer mes cotisations jusqu'à 2019, mais j'ai jamais pris d'adhésion au Progrès 974. On se demandait justement. Non, 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 non. Ok. Et aussi au PCR qui vous propose sur la liste d'Erika Barège. Et aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez quand d'un côté le PLR, le Progrès soutiennent Émile Kervidi et le PS et les écologistes soutiennent Luc Dijoux? Alors, très bonne question. Pour m'amener aussi à vous dire que j'ai créé Conviction Réunion. Donc c'est quand même un mouvement politique que j'ai créé l'année dernière, en mai 2025, parce que je voulais quand même me détacher justement des partis de gauche traditionnels en créant Conviction Réunion. Et dans ce mouvement politique, il y a quand même des personnes qui sont déçues de leur parti. Il n'y a pas que la gauche uniquement. Moi, j'ai des personnes qui sont aussi de la droite sociale. J'ai beaucoup de la société civile. Et ça m'a permis, et ça me permet toujours de garder cette indépendance, de pouvoir dire les choses, de donner mon accord et de faire part de mon désaccord quand une idée politique ou un dossier ou un sujet politique est sur la table on va dire des négociations. Ça, j'ai voulu prendre mon indépendance. Je me demandais si l'épisode Solia, rappelons-le, Oui, c'est la oui. société, Oui. association qui avait été finalement donnée à la direction générale de Michaël Sioux, Oui, fortement contestée à l'intérieur, oui, et vous avez marqué votre différence Oui. en démissionnant du conseil Bien d'administration de Solia. Et est-ce que cet épisode explique pas cette rupture avec la gauche des partis? moi, j'ai toujours été de nature à donner mon avis. Je n'aime pas quand on me boycotte ou bien quand on m'interdit de parler. Et peut-être aussi, mais j'ai tenu à faire part de mon désaccord lors du conseil d'administration de Soliga. Et puis j'étais aussi toujours dans cette posture de représentante du personnel dans ma collectivité. Pour moi, j'estimais que quand on prend une décision en conseil d'administration, on maintient sa position en tant qu'élu. J'étais quand même la deuxième vice-présidente de Soliga et je suis partie parce que j'étais pas en accord avec les décisions qui étaient prises lors de ce conseil d'administration. J'ai aucun regret et puis ça m'a permis aussi je dirais pas de prendre du recul, mais de donner mon point de vue. Voilà. Est-ce que vous vous sentez lâché aujourd'hui par la gauche réunionnaise? Oh, pas du tout. Vous savez, avant d'arriver ici, il y a une dame là devant la mairie de Saint-Pierre, qui me disait « Ne lâchez rien, tenez bon ». Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Je souffle là. Pour moi, c'est un nouveau départ, de ne pas être enfermé dans un parti politique, quoi. Les idées de départ de votre engagement très à gauche, vous les avez encore au corps ou bien vous commencez à être sans étiquette? Si, à l'époque, la gauche avait quand même de bonnes idées d'égalité sociale et puis avait quand même travaillé. Je me rappelle, les anciens députés communistes participaient beaucoup sur tout ce qui était égalité, les aides sociales pour la Réunion, la problématique du logement. Et ça m'intéressait. Ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, entre-temps, il n'y a plus trop de députés communistes. Le seul qui reste socialiste, c'est Philippe Naillet. Mais oui, c'était un passage. C'était un passage. Et là, je suis dans une nouvelle voie, on va dire, quoi. D'accord, nouvelle voie. Parce que oui, je m'étais fait une remarque toute simple que les Saint-Pierrois ont peut-être fait, c'est qu'à gauche, c'est que des femmes, à droite, c'est que des hommes. Oui. Bon, après, si on revient sur la femme, vous savez, la femme, beaucoup de femmes qui ont de bonnes idées, qui sont des personnes ressources, ont peur de s'engager en politique. Il faut vraiment avoir un moral d'acier pour se dire on se présente en politique. Après, nous sommes 3 femmes, oui, c'est bien, mais il y a je sais pas combien de femmes il y a eu de recensées, là, une vingtaine sur toute l'île. Oh, peut-être 2 listes, quoi. Ouais, à peu près, hein. C'est encore faible, hein. Ouais.
C'est encore très très faible. En Hein. tout cas, en élu, c'est largement insuffisant. Ah oui, bien sûr. C'est un milieu hostile pour les femmes en politique, vous diriez? Moi, je dirais pas aussi. Il faudrait aussi que les femmes puissent se présenter en politique. Après, c'est peut-être une mentalité de la Réunion. La femme, souvent, elle a peur et elle se met en retrait. Il faudrait quand même qu'il y ait une évolution des mentalités à la Réunion, que la femme ne doit pas être utilisée par rapport à la parité, puisque la parité a été instaurée de manière législative, on va dire. Il y a une décision qui a été prise pour que la femme elle puisse aussi s'engager, enfin s'engager sur une liste de manière paritaire. Mais quand on regarde bien, c'est rare qu'on nomme une femme premier adjoint, par exemple. Il n'y a pas. Et je m'interroge sur la parité, quoi. Les hommes sont maires, mais il n'y a pas de femme pour l'instant premier adjoint, quoi. Vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes de procuration lors de vos premières tentatives électorales en 2014. Oui, oui. Là, quand même, cette année ou sur ces 3 dernières années, il y a eu 2 affaires de fraude électorale sur Saint-Pierre, aux européennes et puis aux départementales. Est-ce que vous pensez que justice est passée et que maintenant on peut s'attendre à des scrutins qui soient normaux à Saint-Pierre? Alors moi, tout ce que je demande, c'est que ce scrutin qui va arriver là se fasse en toute transparence et dans le respect du code électoral. Hein, c'est ce que je demande moi. C'est ce que j'ai souvent alerté et heureusement qu'il y a une justice dans notre pays. Et là, la justice a pris des décisions. Moi, tout ce que je demande là, c'est que on respecte le code électoral. Et j'ai déjà dit, il n'est pas question non plus que la majorité municipale, parce que j'entends, ils proposent d'aller chercher des procurations, de faire des procurations. Non, la procuration, c'est une démarche personnelle et c'est une démarche familiale. Quand on a une pathologie, on peut pas se déplacer et que la personne qui donne procuration peut dire tu votes pour moi, tu choisis, moi mon candidat c'est un tel, d'accord. Mais on peut pas forcer des personnes à donner procuration. Moi, je trouve ça... Vous avez des exemples en tête? On va aller chercher dans des pensions, dans des EHPAD, les procurations? J'ai lancé, oui, ça s'est passé, oui, on allait chercher dans les EHPAD, on allait chercher dans les pensions de famille, et pour moi, c'est complètement illégal. Et ça doit pas se faire, quoi. Et on veut gagner, mais si on veut gagner, mais utilisons les méthodes qui sont quand même normales et non pas des méthodes pour moi qui sont irrégulières et injustes, quoi. Et selon vous, est-ce que Michel Fontaine a été un bon maire et sur quels sont les chantiers peut-être sur lesquels il a échoué ou aurait pu du moins mieux faire? Alors, Michel Fontaine, le défunt maire, je dirais. Il a quand même, au début de son mandat, en 2001, continué les chantiers qui étaient déjà sur la table d'Élie Waro. Hein, c'était quand même un homme qui savait faire de la politique. Il y a eu, je me rappelle, pendant cette mandature, des personnes qui disaient que j'avais rejoint Michel Fontaine. C'est faux. Je ne l'avais pas rejoint parce que j'étais quand même à la région en 2021 et quand j'étais à la région aussi en 2016 et qu'il y a eu ce problème relationnel entre le défunt maire et l'ancien président Didier Robert, je tapais quand même du poing aussi bien en commission qu'en séance plénière pour que Saint-Pierre ait sa part d'investissement. Et j'ai pu quand même dans l'opposition, et j'étais dans l'opposition à l'époque. Alors c'est un maire qui a quand même travaillé pour sa ville. Je peux pas dire qu'il a pas fait avancer Saint-Pierre, non, je dirais pas ça. J'insiste pour dire quand même qu'il a repris les projets de la ZI4. Il a quand même pris le projet d'Élie Waro sur la Vallée Blanche à Terre-Sainte dans la Zakoï. Il y a quand même une continuité du mandat d'Élie Waro. Voilà. Et sur quoi il a échoué alors? Moi, sur ce qu'il a échoué, c'est sur notre environnement. La propreté à Saint-Pierre, la sécurité à Saint-Pierre. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre des décisions beaucoup plus fermes, travailler avec les forces de l'ordre pour que Saint-Pierre soit quand même une ville sereine. Et là où pour moi il a échoué, c'est sur notre environnement, quoi.
On a quand même une ville qui est sale depuis un moment et qui mérite quand même d'être propre. C'est sur ces 2 points-là. Et puis, c'est la répartition des emplois à la mairie. Ça reste quand même des emplois plutôt familiaux. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision par rapport à cette campagne des municipales. L'élu qui sera chemaliste ne pourra pas recruter son enfant à la mairie ni à la Civis, quoi. Et là-dessus, sur la répartition des emplois, je pense qu'il a échoué. Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de sortir du clientélisme qui est sans doute à Saint-Pierre, mais qui est quand même une plaie dans beaucoup de mairies de l'île? Quel dispositif on peut prendre une fois élu pour... C'est-à-dire sur... Après, ça s'explique du fait que les municipalités sont souvent les principaux employeurs sur leur propre territoire. Oui, oui. Mais comment faire en sorte, comme vous dites, que ce ne soit pas des emplois de complaisance, familiaux, etc. Oui. Qu'est-ce que vous mettriez en place pour qu'on sorte de ce système-là? C'est pour moi, je prends très très mal quand les élus embauchent leurs enfants. Et ça, j'entends sur le terrain beaucoup de reproches qui sont faits en disant que les élus embauchent dans la même famille. Moi, je serais pour une meilleure répartition. Si on a besoin des postes, des emplois spécifiques diplômés, c'est sûr que dans les finances ou dans l'engineering, il faut que ça soit quand même l'équivalence d'un diplôme qui permette aussi d'assumer la mission de service public. Après, je pense que dans les emplois de complaisance, moi, je suis pas d'accord parce que ça me permet aussi d'arriver sur le budget du personnel. L'année dernière, en budget primitif, la mairie de Saint-Pierre avait un budget de 14 millions d'euros. Et là, dans ce conseil municipal, en budget supplémentaire, on a mis encore 4 à 5 millions, 100 millions d'euros de budget sur le personnel. Et c'est ça qui me dérange. Ça a permis aussi de reclasser, de recruter, de stagiairiser, tant mieux. Mais quand on augmente le budget juste pour embaucher pour des raisons politiques ou familiales, ça me dérange beaucoup, quoi. Ça me dérange. Et quelle sera la priorité justement de votre mandat si vous êtes élu? Alors, il y a beaucoup de priorités. Il y aura beaucoup de priorités. Il y aura pas qu'une priorité. Il y a la politique du logement à Saint-Pierre. Il y a 6000 demandes de logement à Saint-Pierre. Moi, dans notre projet, on prévoit aussi que la voix de la maire soit entendue en commission d'attribution de logement, parce que l'État, dans cette commission, exerce beaucoup le DALO, le droit à l'accès au logement. Il faudrait aussi donner une priorité aux familles qui sont en grande difficulté. Avant-hier, j'étais à Grand-Bois, je suis allée chez une maman, un couple qui est retraité. Elle héberge sa fille depuis 5 ans. Et sa fille qui est maman de 3 filles, la plus grande a 17 ans, ça fait 5 ans qu'elle attend un logement, quoi. Je pense que dans la commission d'attribution de logement, il faudrait aussi se fixer des priorités et qu'il y ait de la transparence dans l'attribution des logements sociaux aux demandeurs de Saint-Pierre. Moi, je pense qu'il y a urgence dans ce volet logement. Et ça sera quand même une priorité. Dans ces commissions d'attribution, qui en fait partie? Il y a des élus de l'opposition qui peuvent... Ah non, pas du tout. C'est la majorité, bien sûr. Dans toute commission municipale, c'est la majorité. On met l'opposition là où c'est réglementaire. Par exemple, moi, je siège au CCAS, c'est réglementaire. Il faut quand même qu'il y ait une élue ou un élu de l'opposition, mais dans toutes les commissions municipales, sauf la commission d'appel d'offres, ça aussi c'est réglementaire, ces 2 commissions-là, CCAS et commission d'appel d'offres. Et sinon, l'opposition prend connaissance des dossiers 4 jours avant le conseil municipal. C'est là qu'on voit ce qui se passe un petit peu dans les commissions. Il n'y a aucune transparence. Si vous étiez élu, vous ouvriez ces commissions d'attribution de logements sociaux aux élus de l'opposition, ce qui permettrait d'éviter ensuite la contestation? Je réfléchis, pourquoi pas, parce qu'après, il ne faut pas non plus que l'opposition reste fermée.
Hein, je peux pas, moi, en tant que maire, obliger l'opposition à prendre une commission. Moi, le défunt maire, il m'avait mis dans des commissions parce que certains élus ne voulaient pas y aller. Moi, disons, dans les commissions municipales même, j'y étais pas. Mais à la Civis, vous savez, il y a tellement de commissions que j'ai pu prendre un lycée, mais bon, c'était un lycée ou un poste de suppléant au centre de gestion, quoi. Mais sinon, moi, je serais pour qu'on ouvre aussi à l'opposition les commissions. Pourquoi pas? C'est la transparence. Ils pourront pas contester la décision alors qu'ils siègent dans ces commissions. Moi, je suis ouverte pour une démocratie, on va dire, participative dans les instances. Vous avez parlé de vos chantiers un petit peu prioritaires. Est-ce que vous avez un grand projet? Vous pouvez nous parler? Après, il y a aussi le gros problème sur Saint-Pierre, c'est nos déplacements, transport et déplacements. Il va falloir qu'on revienne, quitte à revoir la DSP, la délégation de service public du transport passager et scolaire sur Saint-Pierre. Comment faire pour que dans les Hauts de Saint-Pierre, notamment à la Ravine des Cabris, notamment à Montvert, ou à Grandbois aussi, pourtant Grandbois est à quelques kilomètres du centre-ville, qu'on puisse avoir un transport régulier. Qu'on puisse avoir un transport régulier, puisque actuellement sur Montvert-les-Hauts, il n'y a qu'un bus le matin et il n'y a plus de bus. Et ça, c'est pas normal, quoi. Il faudrait pas non plus que les quartiers qui sont à 10-15 kilomètres, par exemple, de la Ravine des Cabris, il faudrait aussi que les administrés puissent se déplacer de manière normale et les week-ends et jours fériés. Ça aussi, c'est une problématique, une grosse problématique, les transports et déplacements. Après, il faudrait aussi qu'on revoie aussi le stationnement sur Saint-Pierre. Je sais que La Réunion n'est pas extensible et Saint-Pierre ne l'est pas non plus. Comment faire en sorte pour qu'on puisse installer dans les entrées ouest, nord, est des panneaux, des stationnements en silo. Quitte à réfléchir avec les commerçants, enfin les centres commerciaux, pour qu'on puisse utiliser une partie et utiliser ces parkings-là pour que les gens qui rentrent le matin dans Saint-Pierre puissent se garer et revoir aussi les navettes pour ramener ces gens-là en centre-ville, quoi, proche de leur travail. Moi, je pense que c'est une nécessité. On roule plus à Saint-Pierre. On a entendu parler de projets de téléphérique, de tram sur notre Ouh là là. que... J'ai ramené mon projet sur la mobilité. Moi, je pense que je peux pas, en tant que tête de liste d'une élection, inventer des projets. Nous, on est vraiment dans ce qui est concret. Alors, déjà, faire un tram, on sait très bien, il faut trouver du foncier. Et puis, il faut trouver la voie communale. Est-ce qu'on a la voie communale? Je pense pas si on a la voie communale. Après, faire un téléphérique, à mon avis, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent du tampon qu'il en remonte. Oui. C'est une réalité. Il y a beaucoup qui descendent pour travailler soit à l'hôpital, dans les États. Ben oui, ben non, ben ça, pour moi, c'est un projet irréaliste. Surtout, il y a toute une surface agricole et c'est une zone très vantée. C'est une zone très vantée. Il faut quand même, quand on rédige un projet, il faut qu'on soit aussi, on reste honnête avec soi-même et ne pas proposer ce qui est difficilement réalisable. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement, contre la montée du RN? La montée du RN, c'est-à-dire à La Réunion... Le contexte politique, oui, on voit que... Après, moi, j'entends la colère et l'agacement des Réunionnais et des Réunionnaises. Et j'entends aussi l'agacement des Réunionnais, des Saint-Pierrois et des Saint-Pierroises. Quand j'interroge les gens que je rencontre qui me disent, nous, pour les présidentielles, on va voter Rassemblement National, ils me disent, c'est pas un vote d'adhésion, mais c'est un vote d'agacement. Voilà, de sanctions pour ceux qui sont passés là, la gauche, la droite, réfléchissent. Et après, empêcher quelqu'un de voter, moi, j'ai pas cette liberté-là, quoi. J'ai pas cette possibilité de dire. Je lui dirais simplement, réfléchis avant que tu votes.
Et nous sommes quand même dans un pays libre, liberté, égalité, fraternité, mais c'est très compliqué d'orienter les gens. Il y a des gens qui me disent, nous c'est Rassemblement National et on garde notre position, mais c'est plus pour les présidentielles. Et les législatives? Oui, les législatives, voilà. Après, sur une élection municipale, c'est quand même une élection locale et communale. Ça reste plus une relation qu'on a, nous, tête de liste, avec les administrés Saint-Pierrois, souvent. À l'heure où on est, le Rassemblement National sur Saint-Pierre, on sait qui va présenter, si Jonathan Rivière va y aller ou s'ils vont être sur une liste de quelqu'un d'autre. Écoutez, moi, je me suis préoccupée de composer ma liste et je ne sais pas si M. Rivière vient ou viendra pas. Et après tout, chacun est libre de se présenter. Hein. Nous sommes quand même dans un pays de droit et si il a envie de se présenter, c'est libre à lui de se présenter. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à titre plus global, peut-être hormis les élections locales, la montée de l'extrême droite? Oui, c'est inquiétant. Et puis, comme je dis aussi, hein, les différents pouvoirs qui étaient là il y a des années et le pouvoir actuel, moi, je pense que tout est fait pour inciter l'électeur à aller vers le Rassemblement national. Si les décisions aient été prises dans le sens de l'intérêt des Français et des Réunionnais, il n'y aurait pas eu cette montée de l'extrême droite, quoi. Voilà, c'est l'agacement. Quand on voit ce qui se passe dans l'Hexagone pour les agriculteurs, on sait très bien que les agriculteurs, c'était un électorat de Jacques Chirac à l'époque. Hein, donc, c'était pas un électorat de l'extrême droite. On peut s'interroger aussi sur ce qui se passe, quoi. Ici, c'est la vie chère, c'est les élus qui ne s'investissent pas assez auprès de la population. C'est toutes ces faits-là qui font que l'électorat s'oriente. Et comme je l'ai dit, hein, souvent, c'est pas par adhésion, hein, mais c'est par colère. Pour vous, c'est la faute aux échecs des politiques publiques alors? Parce que des pauvres, il y en a toujours eu à la Oui, bien Réunion, sûr. Quand vous parliez des années 90, il y avait encore quelques Ouais, bien sûr, bidonvilles bien sûr. et des inégalités peut-être encore pires qu'aujourd'hui, mais les gens ne votaient pas au Rassemblement National. Oui. Pour vous, ce climat qui fait que, et puis c'est pas que la Réunion, c'est mondial, hein, on Oui, voit c'est les petits mondial. tombent les uns après les autres. Bien sûr, bien Comment sûr. on peut faire pour lutter contre... Après, c'est les engagements. Moi, je dis toujours, en politique, il faut pas promettre. C'est les promesses non tenues qui font que l'électeur, il s'oriente vers d'autres candidats. On a ici à La Réunion, on sait pas, on connaît pas le RN président, on n'a jamais eu de candidat. Ben voilà, on va essayer. C'est ça, on va essayer. On a mis les socialistes avec les communistes qui étaient là avant, on a mis la droite et comme ça dysfonctionne toujours, donc on va essayer. On va essayer, mais c'est le va essayer là, avec la situation financière de la France, avec ces 4 000 milliards de dettes, on va essayer. Oui. Parce que tout à l'heure, vous faisiez un bilan de Michel Fontaine, pas si dramatique que ça, hein, par, j'ai bien entendu, la sécurité et puis la saleté. Au niveau régional, le bilan régional de la majorité dont vous faites partie, vous le qualifiez comment? Quel bilan vous tirez de ces quelques années du Guelbello déjà à la tête de la région? Je siège dans 2 commissions, affaires générales et financières, tout ce qui concerne les fonds européens, et la coopération régionale. Après, dans ma commission transport et déplacement, je sais que j'ai pu quand même ramener des moyens financiers pour Saint-Pierre. Et par exemple, j'ai ramené quand même des moyens financiers. J'ai travaillé sur le chantier, le centre aqualoisir à Terre-Sainte. C'est quand même un dossier qui a été bouclé en 4 mois. On avait la possibilité, il fallait utiliser plutôt les fonds restants de l'Europe, les 450 et quelques millions. Moi, pour ma part, j'estime que j'ai ramené quand même des moyens pour Saint-Pierre. Le centre aqualoisir, la voie vélo qui passe depuis le RSMA de l'hôpital, j'ai travaillé aussi sur ce chantier-là. La médiathèque de Grandbois, j'ai travaillé. La cuisine centrale, la placette de Grandbois. Moi, j'estime qu'en tant qu'élu régional, j'ai fait en sorte que Saint-Pierre ait sa part dans les investissements. Après, il y a des décisions de la région qui ont été prises, qui ne peuvent pas plaire aussi aux Réunionnais. Ça, je peux l'entendre. Hein. Je l'entends. Hein.
Vous êtes toujours solidaire de la majorité régionale? Oui, je suis toujours élue de la majorité pour l'instant, même si la présidente de région soutient la candidature d'Emeline Kebidi. Je verrai après. Je verrai après, quoi. Après les élections, après les municipales, j'aurai certainement de grandes décisions à prendre. Voilà. Le contexte politique nous laisse penser que les citoyens et citoyennes se sentent de moins en moins représentés. Vous en parliez tout à l'heure, il y a des votes de contestation, beaucoup. Il y a un vrai défi vis-à-vis de la participation des jeunes aussi dans la politique locale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour renforcer la démocratie participative et citoyenne à votre échelle? Alors moi j'ai la chance d'avoir un jeune là qui aura 22 ans et sera sur ma liste. C'est un jeune qui a voulu s'engager, il a que 22 ans. Je l'ai pris sur ma liste. J'ai quand même quelques jeunes sur notre liste. Moi, je pense que la jeunesse a sa place dans une liste municipale, dans un conseil municipal, parce que les jeunes n'ont pas la même vision que nous. Ils ont une vision différente par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et les jeunes, maintenant, se documentent beaucoup et vont sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un jeune qui a 22 ans, il sera sur ma liste. Hein. C'est lui qui a demandé à être sur ma liste. Je laisse quand même une place. J'ai laissé une place sur ma liste à la jeunesse. Ils font partie intégrante de la citoyenneté saint-curoise. Et pourquoi pas les faire participer dans les instances délibérantes. Moi, j'ai des jeunes sur ma liste et je suis très fière et très contente de les avoir, quoi. L'Union des femmes réunionnaises a fait un communiqué pour dénoncer les dérapages sur la campagne électorale sur Saint-Pierre. Il y a notamment eu des insanités proférées sur Radio Freedom à l'encontre d'une candidate. Vous qui vivez cette campagne au jour le jour, vous la jugez comment? Elle est digne d'une campagne de 2026? Après, moi, avec mon équipe, nous avons fait le choix de faire une campagne propre. Quand on m'a formée en politique, on m'a dit ne cite jamais le nom de ton adversaire. Je cite très peu mes adversaires, j'en ai d'autres, donc je les cite jamais, rarement. Quand je suis en conférence de presse, je dis l'opposition, la majorité municipale et les autres candidats, mais je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de nom. Moi, je trouve que insulter, ça agace aussi les Saint-Pierrois, parce que eux, ce qu'ils veulent entendre des candidats, c'est des projets. C'est des projets, c'est comment régler la problématique du logement, comment régler la problématique des transports, des déplacements à Saint-Pierre, comment régler ce problème de pouvoir d'achat également. C'est ce qu'ils attendent de nous, hein. Se mettre en spectacle, c'est pas ma méthode de me mettre en spectacle, d'appeler Freedom et d'ouvrir et de donner la parole juste pour des insultes. Non, on perd du temps là. Oui, moi je me demandais en tant que candidate, quand on va dans les quartiers, est-ce que c'est pas un peu compliqué ou peut-être sur les réseaux sociaux Oui. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu plus violent que ça ne l'était avant. Bien en sûr. tout cas, sur les réseaux sociaux, comment vous le vivez? Alors sur les réseaux sociaux, oui, il y a des prête-noms là. Ils sont en pseudo, ils ont un profil verrouillé. Ils viennent, moi j'efface, hein, je les bloque, quoi. Et ça devrait pas se faire. Moi, je pense que Facebook doit quand même faire attention et réguler et sécuriser quand même les sites. Pour l'instant, mon équipe, moi, j'ai donné le mot d'ordre. On fait une campagne propre et une campagne respectueuse. Puisque quand j'entends les Saint-Pierrois, ils n'aiment pas se mettre en spectacle, se donner en spectacle en politique, c'est pas ce que veulent les Saint-Pierrois. Les élus hommes qu'on a déjà interviewés sont plutôt timides en matière de lutte contre les inégalités de genre. Oui. Restent plutôt sur des généralités. Qu'est-ce que vous... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on sent que c'est des sujets auxquels ils n'ont pas réellement réfléchi, il n'y a pas de politique très concrète derrière. C'est-à-dire sur... Les inégalités de genre, les inégalités hommes-femmes, l'égalité, les inégalités. Oui. Oh, je combats ça. Voilà, justement, la question c'était qu'est-ce que vous comptez faire? Écoutez, moi c'est simple. Votre politique? Actuellement, je répartis les tâches aussi bien avec les femmes de mon équipe que les hommes. J'associe les deux. Moi, je combats justement ce manque de respect à l'égard des femmes. On ne peut pas nous utiliser et après la victoire nous mettre de côté. Nous devons donner notre avis aussi bien qu'un adjoint homme qui donne son avis. Moi, je fais participer les deux.
Malheureusement, dans les instances, une fois que l'élection est terminée, la femme, elle se retrouve souvent à avoir cette délégation du social là, alors qu'on peut aussi apporter notre savoir tant sur le plan économique que sur le plan aménagement du territoire. Hein. Pourquoi c'est les hommes qui prendraient tout ce qui est partie technique et financière et nous, on nous donnerait l'éducation et le social. Moi, je suis pour un partage des délégations aussi bien techniques, financières aux deux, femmes-hommes, mais pour une répartition des délégations de manière équitable. Il y a des femmes que j'ai dans mon équipe qui sont très bien dans l'aménagement du territoire, qui sont aussi très bien sur le plan financier. Pourquoi pas leur donner cette occasion-là de faire vivre leur délégation, quoi. Ah oui. Alors, en aménagement du territoire, j'ai relevé dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes Oui. une critique assez puissante quand même de dire que la commune de Saint-Pierre a un peu surestimé, a même carrément surestimé l'évolution démographique Oui. pour pouvoir justifier des projets d'urbanisation. Mmh. Et donc finalement on a trop bétonné, quoi. Et c'est vrai qu'à Casabona on a un immeuble de bureaux qui est toujours vide, quoi. Vous, si vous êtes élu, est-ce que vous allez retourner à une certaine sobriété? Ou bien est-ce que vous allez continuer les projets promis au bétonnage autour de Saint-Pierre en matière industrielle ou touristique? Après, concernant le bétonnage, vous savez que là, la région est en pleine révision du schéma d'aménagement régional et il y a la loi ZAN, hein, zéro artificialisation nette. Et je me suis renseignée sur le stock de foncier à Saint-Pierre pour tout ce qui est construction de logements sociaux, la possibilité aussi de faire des zones. Saint-Pierre a peut-être 14 ou 15 hectares. Ben, ça, c'est le stock qui est à l'EPFR. Dire qu'on va tout bétonner, je pense que toute commune doit tenir compte de son plan local d'urbanisme. Si on a un PLU, ça nous permettra aussi de voir là où on pourra construire et là où on ne pourra plus construire par rapport au bétonnage. On a quand même deux documents, le schéma d'aménagement régional, le SAR, et le plan local d'urbanisme de Saint-Pierre, qui nous... Le SAR, c'est quand même opposable. Le SAR s'oppose quand on ne pourra pas construire. Si Saint-Pierre a la possibilité de construire, ben, on ne pourra pas construire n'importe où, quoi. Il faut tenir compte de ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 6 000 personnes attendent un logement et je sais qu'on a des contraintes par rapport au plan local d'urbanisme aussi. Ça, c'est important, quoi. Et comment est-ce qu'une municipalité peut-elle agir contre l'explosion des loyers, notamment sur Terre Sainte, et du fait de la gentrification et du phénomène aussi des Airbnb? Oui. Alors ça, c'est un véritable problème. Mais après, le particulier qui est propriétaire, on ne peut pas non plus l'obliger à mettre son logement en location. Il y avait la possibilité là au maire, oui, de plafonner les loyers. Je crois que le délai est passé. Il me semble que le délai est passé. Ou bien... La mairie de Saint-Denis a annoncé qu'elle allait le faire, hein, oui, voilà. en profitant de la loi Bélim. Oui, voilà. Et j'ai vu ça il y a 2 jours où Mme Barrette a pris la décision de plafonner les loyers. Après, c'est une décision qu'on prendra bien sûr une fois arrivé aux responsabilités et si on a encore le temps, parce que je crois qu'il y a un délai, à moins que le gouvernement décide de prolonger à nouveau. Je sais que Saint-Paul aussi a fait, il me semble. Et pourquoi pas? Je veux dire, si on plafonne, je veux dire, ça serait bien. Et puis ne pas mettre aussi, se mettre à dos des propriétaires qui ne veulent plus louer non plus, parce que moi je connais beaucoup de propriétaires qui ont leur logement fermé, hein, qui louent pas. Hein. Parce et justement, que faire alors? Parce que David Lorion, lui, quand on l'a rencontré, il proposait de préempter sur tous les actes de vente quand il se rend compte que celui qui va acheter risque de faire du Airbnb. Alors je sais pas comment légalement c'est possible d'obliger quelqu'un à s'engager sur les 10 ans à venir à ne pas faire du Airbnb, mais n'empêche que c'est quand même un phénomène très inquiétant. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup. Nous, on peut pas empêcher. Du moment que intervenir sur le secteur privé, c'est quand même très compliqué. Il y a des gens qui sont propriétaires et qui ferment leur maison. Hein. Ils ont plus envie de louer, quoi.
Ils n'ont plus envie de louer parce que ils n'ont pas de bons locataires. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Il y a l'agence Soleil qui est à La Réunion. Il faudrait aussi que l'agence se développe et puisse ramener dans leur parc d'autres logements privés. Pourquoi pas? Et ensuite, le règlement du loyer est encadré. Peut-être trouver des solutions et travailler avec ces propriétaires privés et passer des conventions avec l'agence Soleil pour que le quota de logement de l'agence augmente. Je crois qu'ils sont à 500 logements là. C'est très faible. C'est très faible, travailler avec l'agence Soleil et voir comment ramener le propriétaire privé et passer convention pour que c'est cette agence-là qui accompagne les familles qui ne peuvent plus avoir un logement social parce qu'ils ont une dette chez le bailleur privé. Peut-être travailler sur cette proposition-là, mais dire que on va tout préempter, non, on peut pas toucher à la liberté des propriétaires. C'est difficilement concevable, quoi. Et vous parliez d'environnement tout à l'heure, vous disiez que c'est un sujet qui vous tenait à cœur. En quoi est-ce que la ville de Saint-Pierre est-elle vulnérable à une catastrophe écologique, climatique? Bon, moi, j'ai dit dans mon programme que nous avons la chance d'avoir une belle ville. Nous avons la chance d'avoir notre littoral, notre lagon, comme je le dis toujours, notre lagon n'est pas une poubelle. Et nous avons un site là qui est bien, c'est le Piton de Montvert, là où il y a la faune et il y a la flore. J'ai déjà échangé avec la région, ils veulent mettre des éoliennes. Moi, je vais m'opposer aux éoliennes sur Piton Montvert. J'ai eu l'occasion de dire lors de ma réunion de lancement de campagne, mettre des éoliennes à Montvert sur le Piton, ça c'est niette. Protéger aussi l'aire de pique-nique de Grand-Bois, puisque j'étais à l'origine. À cette époque-là, voilà, donc j'ai travaillé avec, c'était Monsieur Ramet qui était président de l'association ADQ, Association de développement de quartier à Saint-Grand-Bois et Montvert, et j'étais la secrétaire justement de l'association. Alors pour moi, cette aire de pique-nique doit rester au Saint-Pierrois pour que les familles puissent aussi bénéficier de cet emplacement, quoi. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on l'aménage, on sécurise l'aire de pique-nique de Grand-Bois. Après, il y a le domaine Vidotte. Pareil, quand je regarde les herbes font 2 mètres, travailler aussi, aménager le domaine Vidotte pour que les familles de Saint-Pierre, il y a des familles qui viennent d'ailleurs, puissent aussi profiter de l'aire de pique-nique du domaine Vidotte. On a quand même des espaces sur Saint-Pierre qui sont très intéressants. Il faut aussi préserver. Pareil, la plage de Grand-Bois, pour préserver notre plage de Grand-Bois, le terrain paddock. Il y a quand même pas mal de familles qui viennent là. Là, c'est à plus vaste échelle qu'on avait interviewé Erika Barège parce qu'elle avait eu pour Garance des dégâts considérables vers la colline. Et elle nous disait, mais faut pas rêver, on est sur une montagne à La Réunion, il y aura des centaines de morts. On voit ça à la télé régulièrement, des déchaînements climatiques. Est-ce que sur Saint-Pierre, on peut craindre à un moment donné un défaut structurel qui pourrait causer une catastrophe climatique? Alors, c'est vrai qu'avec le dérèglement climatique, nous, La Réunion, nous sommes aussi concernés par rapport à notre trait de côte. On a bien remarqué que sur tout le littoral, depuis le port, on va dire, notre trait de côte est en train c'est-à-dire ça monte, il y a de l'érosion, et quand on part à Terre-Sainte notamment, on voit très bien cette érosion-là. Et on voit que quand vous partez sur la jetée, ça s'enfonce. Le récif corallien est de moins en moins fort. Oui. Ouais, le récif il est de moins en moins fort, et on voit que par rapport à Terre-Sainte, on est en train de perdre en surface. Progressivement, la mer commence à monter, quoi. Et c'est un gros problème, notre environnement. C'est un très 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 gros problème. Comment faire maintenant? Nous sommes sur une île, oui. Mais il va falloir qu'on prenne aussi des décisions, peut-être voir comment s'adapter, et puis ça m'inquiète beaucoup. Ouais, moi je me souviens, j'ai cité tout à l'heure Casabona, je me souviens il y a quelques années, des gens qui étaient montés dans les arbres pour empêcher la commune de les couper. Oui. Et puis finalement, ils avaient perdu, ils avaient dû sortir de leurs arbres, on avait coupé les arbres, on a fait oui, bien sûr. Donc on n'a pas l'impression que les élus sont conscients. Dans mon programme, je prévois de la végétalisation.
Il faut planter des arbres parce que la nature domine sur l'homme. Hein, et quand je dis la nature, c'est les effets climatiques, tout ce qui est cyclone et la montée des eaux. Il est indispensable qu'on plante et qu'on arrête de tout bétonner. Donc nous prévoyons de végétaliser même dans les cours d'école, végétaliser aussi les espaces qu'on peut avoir sur Saint-Pierre. Si on plante pas, ça va devenir de plus en plus chaud et c'est là qu'on aura des problèmes d'allergie. C'est plus possible là. Il va falloir qu'on se préoccupe du côté de l'environnement de notre commune, quoi. Et on va planter. Moi, je regarde là, sur le front de mer, il reste quelques fils là-haut. Et là où c'est encore planté, c'est à côté, près du café, là, café de la gare, les badamiers, mais il reste plus grand chose, quoi. Et on sait très bien qu'il fait de plus en plus chaud. Les familles essayent d'aller chercher une température ambiante dans les bars, on va dire, et il faut qu'on plante. On n'a plus le choix. Allez. Question culturelle alors. Oui. Qu'est-ce que vous inspire à Saint-Pierre l'installation d'une statue du général de Gaulle? Le général de Gaulle, ça nous rapporte un peu aux airs. J'ai pas eu l'information. C'est David Lorion qui l'a confirmé quand on lui a posé la question. Oui. Le défunt maire qui, sans doute, avait une grande admiration pour le général, avait mis en place, et il n'en avait pas parlé au conseil municipal, ce qui n'était peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. J'ai pas eu l'information. Les procédures ont été faites auprès des autorités compétentes pour mettre en place une statue du général de Gaulle à Saint-Pierre. David Lorion respecte les volontés du défunt. Oui. Et cette statue, nous a-t-il dit, est déjà installée. Donc on ne va pas tarder à l'inaugurer. Vous m'annoncez une nouvelle. Voilà. Et vous m'annoncez. Vous m'annoncez une nouvelle puisque le défunt maire n'a jamais informé le conseil municipal de l'installation et pourtant je ne rate aucun conseil. Je suis assidue au conseil municipal. Et là, cette nouvelle-là, je ne l'ai pas. Donc il y a un problème de démocratie, peut-être, au niveau de Saint-Pierre, ça c'est certain. Oui. Cette statue, pour moi, elle rappelle l'ère Debré, quoi. C'est glorifier la période Debré, général de Gaulle à la Réunion, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et surtout, quel symbole culturel, mémoriel et historique vous auriez envie de mettre en avant sur la commune de Saint-Pierre? Alors, toutes nos mémoires vives de la Réunion qui sont restées dans l'anonymat. Il y a quand même des Réunionnais qui ont fait de belles choses, de bonnes choses à la Réunion et on n'entend pas parler d'eux. Moi, je pense qu'il faut faire revivre aussi la mémoire de la Réunion. On y travaille. On y travaille avec mon équipe. Justement, c'est Anne et Thève qui est sur ce projet-là. Ouais. Et j'ai pas tous les éléments encore. Elle travaille sur ce projet-là. Et on veut mettre en place, nous, un circuit historique sur Saint-Pierre. Par exemple, Terre Sainte, ça regorge d'histoire de la Réunion. Il y a même un mur qui a été construit à Terre Sainte par les esclaves. Et c'est ignoré aussi bien des scolaires que des habitants de Terre Sainte, quoi. C'est ça, nous on veut faire vivre l'histoire de Saint-Pierre. L'histoire de Saint-Pierre, ramener ça dans les écoles. Anne n'est pas avec moi là, on n'a pas pu. Parce que voilà, à Saint-Pierre, on a donc François de Mailly, la statue, on va voir le général de Gaulle, oui. On a la salle Kervegen. Oui. C'est pas forcément les noms des plus... Non, des Saint-Pierrois qui ont... plus progressistes de l'histoire. Non, mais moi je pense que il faut mettre aussi les anciens, ceux qui ont travaillé pour la Réunion, ceux qui ont innové aussi dans certaines, inventions là, mais on voit pas, le Réunionnais qui a fait du bien pour la Réunion, il reste caché. Mais on a quand même une partie de l'histoire de Saint-Pierre là, c'est avec Anne et Thève là, on y travaille pour mettre un véritable circuit historique de Saint-Pierre. Par exemple, on parle très peu le bassin de Pierrefonds là qui arrive depuis l'entre-deux jusqu'à Grandbois.
Et ben, ce site-là, ben, il y a des personnes, des Réunionnais qui sont morts pour la construction de cet ouvrage-là. Et ça, on prévoit, nous, de mettre en place un circuit historique qui a été fait aussi bien par les Réunionnais que par les Saint-Pérois, les anciens qui ne, malheureusement, ça fait des années qui sont plus de ce monde. Mais nous, on va faire vivre la mémoire aussi des Saint-Pérois qui ont œuvré pour la commune de Saint-Pierre, quoi. Après, quand on installe des statues, c'est aussi, à chaque fois, on met notre histoire, on ne met pas notre histoire en valeur et c'est comme si qu'on avait honte, là, on cache l'histoire de la Réunion, non. Pour vous, il y a quand même une personnalité saint-pierroise qui ressortirait de tout ça? Là, j'ai choisir. Comment? Si vous pouviez choisir. J'ai pas de nom en tête. Après, je sais qu'il y en a dans le domaine artistique, dans le domaine de l'engagement syndical, il y a eu quand même des gens qui ont bien milité, qui ont travaillé, qui ont. Mais là, dire que je vais donner un nom comme ça, là, c'est un peu compliqué pour moi. Tu en as compris la démarche. Oui, voilà. Et autre sujet aussi important, David Lorion propose un numéro vert pour que les Saint-Pierrois dénoncent les trafics de drogue. Est-ce que selon vous, c'est de la surenchère sécuritaire ou est-ce que c'est une politique qui est pertinente pour le territoire? Alors, à mon avis, quand il propose ça, ça veut dire aussi qu'il aille aussi vérifier quelles sont les compétences d'un maire et jusqu'où un maire peut aller. Mettre un numéro vert à la disposition, c'est quand même, ça relève. C'est pas une mission qui relève de la municipalité. On peut pas non plus dire que je vais mettre un numéro vert alors qu'il y a les forces de l'ordre qui sont là, il y a la police, il y a la gendarmerie et non, moi je pense que là il est allé un peu trop loin et ça risque pas de se faire, quoi. Qui va dénoncer sur un numéro vert et qui va répondre à l'employé communal? Ah non, là, je pense qu'il outrepasse ses droits. Vous l'avez évoqué au début, l'insécurité sur Saint-Pierre. Oui. Pour vous, c'est un sentiment un peu exagéré ou bien c'est une réalité? Moi, j'ai des retours de personnes qui me disent qu'à 20h30, 21h, ils vont plus sur le front de mer parce qu'il y a une grande insécurité. Souvent, c'est pas l'insécurité viennent d'ailleurs, c'est pas des jeunes de Saint-Pierre, mais ils ont quand même peur de rester sur le front de mer, arriver 20h30, 21h, ils préfèrent rentrer, quoi. Il y a quand même de l'insécurité. Et je sais qu'ils avaient mis en place une collaboration entre police nationale et police municipale justement pour ce front de mer. Vous feriez un constat d'échec ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait pour, Alors nous avons l'obligation de travailler avec les forces de l'ordre, la police et la police nationale et la police municipale. C'est dans notre projet d'ailleurs de faire ce travail-là ensemble. J'aurai un élu qui sera délégué à la sécurité. Donc ça tombe bien que vous me posez la question. J'ai un élu qui aura la délégation de la sécurité. Ça c'est une bonne chose parce que pour l'instant on n'en a pas. C'est la sécurité urbaine bien sûr, mais on aura un élu qui sera délégué à la sécurité. Il faut travailler absolument avec la police nationale et la police municipale, quitte à former nos policiers municipaux aussi, parce qu'ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être formés sur tout ce qui est violence urbaine et toute problématique de nuisance sur le territoire de Saint-Pierre. Et dernière question, 4800 élèves en moins ont été observés dans les écoles, collèges et lycées en 5 ans. Oui. La Réunion vieillit avec le ralentissement de sa démographie. Est-ce que l'immigration, c'est une chance ou un handicap? Alors, je sais que moi-même, en tant que syndicaliste, je fais la tournée des collèges et souvent on me dit qu'on va perdre quelques élèves cette année. Après, je ne sais pas de quelle immigration vous parlez et dire que c'est un handicap, je ne veux pas non plus tomber dans la discrimination. Si vous voulez parler de Mayotte, c'est vrai que Mayotte a été quand même dévastée à plus de 90% par le cyclone qui est passé. Et la décision qui a été prise entre le préfet de Mayotte et le préfet de la Réunion, c'est d'inscrire des élèves mahorais ici dans nos établissements scolaires.
c'est vrai que c'est une réalité. On voit le nombre d'élèves diminuer aussi bien dans nos écoles maternelles et élémentaires sur le territoire saint-pierrois. Mais après, je ne peux pas dire que l'immigration, ça va être problématique pour nous. Le tout, c'est que quand ces personnes-là arrivent, qu'on puisse les loger. Déjà, on sait très bien que l'urgence, c'est d'avoir 30 000 logements. Il a été recensé 30 000 logements pour les besoins urgents en matière de logement, c'est 30 000. C'est 30 000. Et on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais. Mais si c'est pour parler de Mayotte, moi j'entends que l'État, l'État, ils sont français comme nous, a demandé à ce que la Réunion s'adapte. Mais bon, pour que la Réunion s'adapte, il faut aussi qu'elle puisse loger les nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, qu'elle puisse aussi loger nos demandeurs qui attendent un logement ici actuellement, quoi. On a quand même 30 000 demandes de logement, là, 30 000 besoins urgents qui ne sont pas satisfaits, quoi. Et puis, en fait, je crois que l'INSEE repère que la migration entre Mayotte et la Réunion, elle est nulle, quoi. Qu'il y en a qui arrivent, mais il y en a qui repartent. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui. C'est peut-être aussi des peurs que des partis extrêmes font courir. Oui, voilà. Donc après, moi, je ne peux pas critiquer. Mayotte est française. Mayotte est département français, donc on ne peut pas non plus dire que Mayotte n'a pas sa place à la Réunion. Il y a beaucoup de Réunionnais qui travaillent à Mayotte aussi. Ça aussi, il faut retenir, que ce soit dans l'éducation nationale, dans le secteur privé, il y a quand même pas mal de Réunionnais qui sont à Mayotte, quoi, qui travaillent à Mayotte. Dans l'histoire de la Réunion a toujours eu des apports. Ah, ben oui. Autour, et puis. Ah, bien sûr. C'est bien entendu. Pour moi, je dis toujours, la Réunion, c'est l'île du bien vivre ensemble. On vit ensemble, je veux dire, on est quand même tolérant, la Réunion, c'est quand même une île qui a une certaine tolérance, quoi.